Pourquoi? Parce qu'on restait sur l'idéologie lancée par la revenante, la Nathalie Kosciusko-Morizet, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Ça a été mortifère, quoi. Hein. Ça a vraiment participé du décrochage français. C'est catastrophique. Donc, on va les trouver où, les gigawatts à donner au data center? Pas avec l'éolien et le solaire. Hein. L'expertise du mining, c'est long à appréhender. Et évidemment, Michael Saylor, avec sa puissance financière et donc son accès aux médias, tout de suite, il a pris la parole et c'était une parole qui était confuse. Donc le mec n'est pas fiable au départ sur le sujet que moi je maîtrise, j'ai pas envie de l'écouter sur les autres sujets. Évidemment non. Ouais, donc pour toi, c'est un apport net positif à l'écosystème? Dans certains pays, les mineurs chinois arrivent avec des valises de liquide, ils donnent des millions. J'annonce, là je peux l'annoncer, hein, j'ai réussi à motiver... Je crois qu'on n'a pas tellement échangé que ça. Hein. On s'est croisés à plusieurs reprises. Moi, je me souviens bien de t'avoir vu au Bitcoin Economic Forum il y a quelques années, là, avec ta... Il y a 3 ans, ton... ouais. 3-4 c'est ans, ça, ouais. avec ton combi Volkswagen, la Orange, très vintage. Et donc, vraiment, je te remercie là, de m'accorder un petit peu de ton temps aujourd'hui. Donc, je te reçois à l'occasion là, de la publication de ce livre d'Anil Patel, Le trésor de Michael Saylor. Donc, c'est une compilation en fait des enseignements un petit peu clés qu'il a délivrés à travers ses podcasts, ses conférences, etc. Et c'est vrai que c'est sympa de retrouver tout ça condensé, synthétisé, présenté de façon agréable par Anil, comme il sait faire. Et donc, ce sera publié tout prochainement chez Consensus. Ça fait 200 pages, ça se lit parfaitement, très facilement. En fait, c'est des petits chapitres de rien du tout que tu peux lire comme ça. Il y a une structure en 5 parties: énergie, monnaie, fortune, réseau, Bitcoin. Donc, si tu veux, tu sais bien, le podcast BTC Touchpoint, voilà, c'est de la pédagogie sur le Bitcoin, mais ça reste assez généraliste. Là, j'avais vraiment envie de couvrir ce livre de Patel, parce que je considère que Saylor, ça reste quand même une référence en matière de vulgarisation, en tout cas d'ouverture au Bitcoin grand public. Mais par contre, je me suis dit, tiens, là, c'est l'occasion de faire venir des gars un peu comme toi, des experts sur des thématiques bien précises, pour creuser, amener de l'esprit critique, du discernement, pour enrichir la lecture, quoi. Et donc, première partie, tu l'as vu, c'est énergie. Et donc, directement, j'ai pensé à Pierre Noisa. J'ai pensé, dont je viens de lire le livre là, exceptionnel, là, L'énergie face cachée de la monnaie, dont le contenu va beaucoup, beaucoup plus loin que ce que peut suggérer le titre. Hein. C'est vraiment, il nous partage beaucoup de sa vision de l'homme, du cosmos, de la société, et bien évidemment de Bitcoin et de la monnaie, mais bon, c'est quelque chose à creuser pour tout le monde. J'ai fait signe à Bastien Destock, qui est un petit peu notre gars dans le think tank, et qui nous permet de voir un petit peu comment ça bouge au jour le jour au niveau institutionnel et politique. Et tu pourras nous en dire 2 mots aussi, puisqu'il y a des choses qui se passent en ce moment, c'est intéressant. Toi, ça doit te toucher de voir qu'il y a des choses qui finissent par bouger pratiquement, je sais pas, 13 ans plus tard. Et puis toi, forcément, je voulais, j'espérais que tu puisses un peu lâcher ta machette et sortir de tes forêts primaires là pour venir nous rejoindre et nous parler un petit peu justement de la réalité du terrain, sur toutes ces questions d'énergie, hein, finalement, hein, parce que tu es à fond là-dedans. Et c'est assez impressionnant, je pense, les expériences de vie là, que tu accumules dans des régions du monde où voilà, on mesure les progrès immenses qu'on a fait en termes de civilisation dans notre capacité à domestiquer, maîtriser et concentrer l'énergie. Donc voilà, j'avais vraiment envie de t'entendre là-dessus. Et puis voilà, de manière générale, si tu veux avoir un petit peu ton regard sur Saylor, hein, qu'on le veuille ou non, c'est une influence assez gigantesque quand même dans l'écosystème Bitcoin depuis quelques années.
Et puis, voilà, la trajectoire qu'il suit aujourd'hui, elle laisse personne indifférent. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des perspectives un petit peu multiples, variées sur le bonhomme, sur ce qu'il est en train de faire. Peut-être juste avant de te laisser la parole, on peut se resituer un petit peu dans le contexte immédiat. Là, on est le 4 juin 2026. On vient de se prendre une petite claque, comme on les aime, euh, au niveau du cours du Bitcoin. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. En bear market, de toute façon, on peut s'y attendre. Mais peut-être plus significatif, on est aussi dans une période où justement il y a des critiques qui ont tendance un peu à s'accumuler ces jours-ci à propos du moins à l'encontre de Saylor, à propos de certaines déclarations qu'il a pu avoir, et puis notamment en raison d'une vente d'une trentaine de bitcoins qu'il a faites. Et donc, bah, il y a des réactions assez virulentes parce que, voilà, nombreux sont ceux qui voient un petit peu des contradictions dans ses agissements, ses discours par rapport à ce qu'il a pu tenir précédemment. Est-ce que tu veux ajouter deux mots sur ce contexte avant de te présenter ou bah, à nouveau, de toute façon, vraiment bienvenue. Je suis très très content de t'avoir avec moi aujourd'hui là. Merci. Alors, pour ce qui est de micro-stratégie, moi, je suis pas du tout un spécialiste de la finance, donc encore moins de leur modèle économique, de son modèle économique. Donc, il est vendu 32 bitcoins. Je pense que c'est insignifiant en termes de nombre de bitcoins par rapport au nombre qu'il détient, mais c'est un signal, ouais, qui fait réagir les bitcoiners. Comme d'habitude, les bitcoiners ont toujours plein de choses à dire. Alors, moi, je considère pas. Je me présente d'abord ou je parle de Saylor d'abord? Bah ouais, non, je pense que ça peut être sympa peut-être. Alors, je pense que 99% des gens qui vont nous écouter te connaissent déjà parfaitement, mais pour les personnes qui te découvrent, est-ce que tu peux rapidement nous décrire ton job? Alors, j'imagine que tu as dû, au fil des années, t'exercer un petit peu pour expliquer aux gens ce qu'un mineur de Bitcoin, mais vas-y, je te laisse l'occasion de, de, de t'exprimer là-dessus, voir un petit peu comment tu arrives à expliquer ce que tu fais comme job. Au fil des années, oui, j'ai réussi à faire quelque chose de très concis. Donc, moi, je suis mineur depuis 2016. On a créé l'entreprise Big Block Data Center qui a été immatriculée en 2017. Donc, ça fait un moment qu'on expérimente le mining. On a commencé par une première ferme en Ukraine et puis après, on a développé en France, à côté de chez moi, à Nantes, à Orvaux. Ça, c'était 2017, oui. Et en 2018, on a quitté la France parce qu'on était en bear market, un peu comme aujourd'hui. Et l'électricité française est devenue trop chère pour le mining, ce qui n'était pas le cas dans les études que j'avais faites. Dans les années précédentes, on aurait pu miner longtemps en France au prix d'électricité qu'on avait obtenu. On tournait à 9 centimes d'euros à peu Ouais. près à l'époque. Et d'après les études que j'avais faites, j'étais revenu 5 ans en arrière, on était bien. Et en fait, ce bear market-là de 2018 a fait que le prix moyen de l'électricité a baissé pour les mineurs. Et depuis, ça, c'est toujours pareil. Le prix moyen de l'électricité pour le mineur ne fait que baisser du fait que les mineurs se concentrent de plus en plus sur des sources d'électricité qui peuvent baisser. Donc, en gros, Oui, c'est ça. comme je l'explique depuis des années, sur des extra-capacités, sur des capacités qu'on pourrait produire, sur de l'électricité qu'on pourrait produire, mais qu'on évite de produire parce qu'on n'a pas la demande. Et contrairement à ce que pensent les gens, on peut pas produire de l'électricité si on la brûle pas à l'autre bout, hein, si on ne la transforme pas en chaleur. On peut pas planter un câble dans la terre, comme j'ai pu lire sur Twitter, pour se débarrasser de cette électricité en excédent. Donc le mining a apporté quelque chose de vraiment nouveau aux électriciens, surtout les électriciens de renouvelables, puisqu'ils ne payent pas la ressource, hein, la matière première qui leur permet de créer de l'électricité, c'est la force motrice de l'eau. Dans le cadre de l'hydro, c'est le soleil ou le vent pour l'éolien ou le Juste, je solaire. t'interromps. Juste pour revenir vraiment sur la nature de ton boulot, à quoi ça sert le minage de Bitcoin? Vraiment la pédagogie 101 pour le débutant. Toi, ton job Ah, à quoi avec sert les autres... Ouais, ouais, toi, ton job avec les autres mineurs, si je comprends bien, c'est de permettre à tout le réseau Bitcoin de se mettre d'accord sur l'état du registre, quoi. Quelle adresse contrôle quel Bitcoin? Et donc, pour ça, faut faire intervenir beaucoup de puissance de calcul et donc beaucoup d'énergie. Donc, toi, tu arrives avec tes conteneurs pleins de petits ordinateurs et pour faire ces calculs,
tu te joins à cette grande loterie mondiale et celui qui gagne, et tu as une chance statistique, tu as une probabilité de gagner de la loterie en fonction de ta part relative de calcul que tu apportes. Quand tu gagnes, eh ben, tu as le droit de poser le prochain bloc de transactions dans la blockchain, donc sur le registre distribué de toutes les transactions qui s'effectuent sur le réseau. Et en même temps, tu gagnes à la clé la récompense. Donc, tu participes à l'émission de nouveaux bitcoins et puis tu récupères les frais de transaction. C'est ça, non? 100%, sauf que le réseau n'a pas besoin d'un. Enfin, tu dis il faut beaucoup de puissance de calcul. À l'origine, non. Hein, la puissance de C'est vrai, calcul, c'est pas une obligation. C'est la concurrence, c'est c'est l'appât du ça. gain qui fait qu'il y a de plus en plus de puissance de calcul. Mais sinon, Non, ce que le mécanisme, c'est ça. Ouais. ce que tu nous disais déjà, ce que tu nous expliques, c'est que tu es t'es parti en Ukraine, tu es revenu en France, et puis là, tu nous indiques que tu pars sur des sources hydro. En fait, tu nous expliques qu'il y a une telle concurrence que les gens comme toi vadrouillent un petit peu à travers le monde à la recherche de l'énergie la moins chère, mais aussi à la recherche de... C'est tout un calcul, parce qu'il faut trouver aussi, il y a une analyse de risque qui fait qu'il faut trouver les endroits où tu vas pouvoir bosser aussi à peu près serein, quoi, non? Oui, alors nous, c'est un peu spécial. On a été, je pense, parmi les premiers à se balader partout dans le monde pour trouver des mégawattheures pas chers. Parce que justement, on s'est retrouvé en France dans l'impossibilité de miner, on a été obligé de bouger. Un mineur chinois, lui, il n'a pas bougé, il a continué à miner en Chine. Voilà, les gros mineurs du Kazakhstan, enfin les petits mineurs du Kazakhstan sont devenus gros, ils ont toujours eu une énergie très bon marché. Les Américains au Texas, par exemple, hein, les Américains ne sont pas allés chercher plus loin au départ. Donc maintenant, ils commencent à aller chercher plus loin parce que le hash rate américain menace de dépasser les 50%. Mais sinon, ils n'ont pas d'intérêt à aller voir plus loin dès lors qu'ils peuvent trouver dans leur pays avec les normes et les réglementations, la langue, tout qui leur, euh, tout qui leur convient. Nous, on a dû s'adapter à différents pays pour trouver les surplus. Enfin, les surplus, c'est impropre, comme c'est facile à comprendre, mais c'est vraiment des extra capacités, des capacités qui sont disponibles et qui, pour- qui pourraient permettre à l'électricien de mieux rentabiliser son outil en vendant cette électricité perdue, cette capacité perdue en fait. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a cherché partout dans le monde. On est donc allé en Russie où on a déplacé notre ferme de Nantes à Irkoutsk, puis on est parti au Kazakhstan, puis du Kazakhstan en Géorgie. Enfin, on a monté pas mal de projets un peu partout dans le monde. On a monté le premier mining à Oman Ouais. avec l'appui du gouvernement. C'est nous qui avons initié le fait que maintenant Oman, enfin c'est nous qui avons initié avec la Green Data City, mais disons qu'on était leur conseiller technique et leur fournisseur au départ pour pouvoir lancer le projet. Et donc aujourd'hui c'est une très grosse ferme, hein, je crois. La Green Data City, ça doit faire 400 mégawatts. Donc c'est quelque chose de très gros. Mais voilà, donc on est allé de l'Europe de l'Est au Moyen-Orient, en passant par l'Afrique, hein, où on est arrivé en 2020 dans le parc des Virunga. Et donc là, Ouais, sur un schéma classique, hein, une centrale hydroélectrique en extra capacité. Là-bas, ça s'explique par le fait que la centrale a été construite à un endroit qui permettait de développer des réseaux vers un objectif qui était les grandes villes au-delà de la montagne, et que la guerre se déplaçant dans cette région-là, il est devenu ultra dangereux de tirer les lignes et impossible en ouais, fait c'est ça. de faire tourner la centrale et de vendre l'électricité qu'elle était en capacité de produire. Alors, donc nous, on a installé notre ferme à la demande du directeur du parc, Emmanuel de Mérode, et maintenant ça fait 6 ans que ça tourne et la ferme ne cesse de grossir sur leurs autres sites aussi. Il y a du mining maintenant, et donc sur des centrales qui, elles, ont de la demande. Le mining sert vraiment d'équilibreur et permet de mieux faire travailler les centrales. Et donc, c'est un principe qui s'est généralisé pour les 4 centrales du parc des Virunga parce que ils ont compris que c'était assez génial d'utiliser cette capacité pour produire quelque chose. Et en Ouais, c'est l'occurrence, pour produire de exceptionnel. C'est l'argent. exceptionnel. Voilà, le parc avait besoin d'argent, beaucoup d'argent. Le budget du parc, c'est 1 million de dollars par mois. Et, euh, Et une grosse partie de ce budget était apportée par le tourisme. Il n'y a plus du tout de tourisme dans le Nord Kivu, c'est trop dangereux. Donc le mining a bien avantageusement remplacé le tourisme. Et donc le parc s'en est sorti grâce à ça. C'est quelque chose qui est de notoriété publique. Emmanuel Le Merode l'a raconté euh,
l'a expliqué dans la presse américaine. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et donc Saylor est arrivé, lui, un peu au début comme un noob, et a découvert cette incroyable nouveauté qu'apporte le mining de Bitcoin pour l'énergie renouvelable. Et donc, il s'est assez vite focalisé sur l'énergie. Bon, moi, je suis Ouais. pas un grand fan de Saylor. Je trouve qu'il a dit tellement de bêtises que ça l'a décrédibilisé dès le départ. Donc, voilà, je suis pas un grand fan de ce qu'il a fait vis-à-vis du mining, de ce qu'il a raconté, énormément de bêtises. Pour te dire, il a créé le Bitcoin Mining Council avec les mineurs américains, les gros mineurs américains. Et leur premier job, ça a été de sortir une étude pour dire combien le mining de Bitcoin consommait au niveau mondial. Et donc, ils sont arrivés, c'était en 2021 ou 2022, ils sont arrivés à une conclusion que le mining consommait 220 TWh. Voilà, Oui. même Cambridge, qui était dans l'erreur totale, annonçait 150. Ouais. Et Cambridge, des années après, a dit ah ouais, on s'était trompé, c'était pas 150 qu'ils annonçaient, c'était 130, je crois. C'était pas 130, c'était 75. Donc le BMC qui était censé défendre les mineurs les enfonçait complètement en triplant la consommation d'électricité du réseau Bitcoin et sans s'en rendre compte. Donc les gars n'y connaissaient rien au mining, hein. La plupart des patrons des grosses boîtes américaines, c'est des financiers, c'est pas des mineurs, et donc ils se sont carrément plantés dans leurs calculs. Et puis ça, c'est pas grave, mais je les ai avertis tout de suite de leur erreur. Ils en ont pas tenu compte. Ils ont quand même publié leur rapport comme ça. Ouais. Bon, voilà. Donc le BMC était supposé être une organisation de mineurs mondiale ouverte à tous. Nous, on a présenté notre dossier de candidature à Ouais. 2 reprises. Personne nous a jamais répondu, hein. Et Voilà, ça, c'était Michael, quoi, de ton point de pour vue, Michael c'était quoi? Saylor, C'était quoi bah, cette organisation? C'était un truc qu'ils ont monté pour contre-attaquer dans ce contexte où il y avait vraiment des attaques sur le volet environnemental, un petit peu comme il le décrit ah oui, dans le oui, chapitre Casino oui. Jack. Là, et donc il s'agissait de répliquer, mais en fait il y avait une communication qui n'était pas du tout bonne Ah ben, qualitativement. Et très, très, puis, très ouais, maladroite, parce que je te dis, ils empiraient les chiffres. Bon, déjà 75 TWh, c'était déjà beaucoup, mais faire tourner ça, transformer ça en 220 TWh, c'était assez compliqué, quoi. Donc, énorme erreur fondamentale, aucune écoute des mineurs de terrain qui leur disent, les gars, vous êtes en train de vous tromper, et puis surtout, un gros mensonge en disant que c'est ouvert au monde entier. En fait, c'est une association ouais. américaine, et leur objectif est toujours très nationaliste, c'est Bitcoin aux Américains, hein. Et donc, moi, ça me plaît pas, évidemment, en tant que Bitcoiner. Ça continue cette initiative ou c'était juste un truc un peu de Non, façade non, je crois qu'il continue, mais voilà, ça n'a pas d'intérêt pour le Bitcoin et pour le mining. Ouais, C'est un intérêt pour eux. Ils se font plaisir entre eux. Ils ont référencé les pires mineurs du monde, hein, dont Marathon Mining à l'époque, qui était quand même connu pour avoir acheté une centrale au charbon au rebut pour faire du mining. Donc, c'est vraiment des renégats, hein, c'est des types qui sont sans foi ni loi. Et, euh, Michael Saylor les saluait à longueur de tweet et tout. Bon, moi, j'ai fini par lui dire que non, ouais, ouais, j'ai vu ça. des bandits de grand chemin. Euh, pour plein de choses comme ça. Quand Intel s'est décidé à venir créer des ASIC, des puces pour les ASIC, voilà, il leur a fait un accueil génial, alors que dans la pub d'Intel, on voyait qu'ils comprenaient rien au mining, parce Ouais. qu'ils annonçaient qu'ils allaient révolutionner le mining en consommant moins. Or, le mining a aucun intérêt à consommer moins, hein. Le mining, ils disaient le mining va devenir plus vert et tout parce que nos puces consomment moins. Bon, un an après, l'initiative de Intel s'est cassée la gueule, donc encore une fois, il avait été très peu inspiré. Euh, et parce que c'était annoncé, quand tu vois que les gars arrivent sur un marché dont ils ne comprennent pas la substantifique moelle, c'est sûr qu'ils vont se gaufrer. Et donc pendant des années, il est resté noob, il a raconté plein de bêtises, Ouais, notre c'est ami ça. Michael. Bah, tu vois, c'est vraiment Dans un pour ça que. dans un domaine où il s'est cru expert très vite, alors que c'est compliqué le mining. Moi, il m'a fallu Ouais, c'est des ça. années pour comprendre, hein. Et d'ailleurs, au départ, on n'est pas parti sur les bonnes bases parce que nous, on s'est installé là où l'électricité était pas chère, sans même savoir qu'il existait des surplus dans le monde. Et quand j'ai commencé à réaliser qu'il y avait des extra-capacités, qu'il y avait des centrales hydroélectriques qui tournaient quasi à vide, euh, quand j'expliquais ça en France, chez EDF, par exemple, les mecs me disaient, ça n'existe pas. L'extra-capacité en électricité, ça n'existe pas. On manque d'électricité. On n'en a pas assez. Enfin, j'entendais que des trucs comme ça venant de professionnels de l'électricité. Ouais. Bah Euh, oui. Or, il y en a beaucoup, des extra-capacités. J'ai aussi compris,
très vite que les électriciens n'aimaient pas dire que leur centrale travaillait au ralenti. Donc, très souvent, personne ne le sait. Jusqu'au ministre de l'énergie d'un pays. Moi, il m'est arrivé souvent, enfin souvent, non, je raconte des bêtises, mais j'exagère, mais il m'est arrivé à 2 reprises d'apprendre à un ministre de l'énergie d'un pays qu'il avait une centrale au coin de son pays qui tournait pas, ou qui tournait vraiment sur une turbine alors qu'il y en avait 3 disponibles. Ça, les gars disent, ah bon? Ils savaient pas. Donc, voilà, l'expertise du mining, c'est long à appréhender. Et évidemment, Michael Saylor, avec sa puissance financière et donc son accès aux médias, tout de suite, il a pris la parole et c'était une parole qui était confuse. Ouais, Voilà ce que je veux dire. il s'est vraiment privé de tout un savoir de terrain qu'il aurait pu exploiter intelligemment et il s'est discrédité aux yeux de gens comme toi qui connaissent bien le sujet, quoi. Et du coup, tu mets aussi en doute la pertinence de ses propos sur plein d'autres sujets ou c'est Bah oui, précisément sur celui-là? oui, ben forcément, dès lors que le mec est pas fiable au départ sur le sujet que moi je maîtrise, j'ai pas envie de l'écouter sur les autres sujets. Évidemment Ok. non. Et en plus, ça crée des situations désagréables dans la mesure où il y a des bitcoiners qui m'ont répondu, mais enfin, les mecs maîtrisent 40% du mining mondial et tu vas leur faire la leçon, tu sais mieux qu'eux. Ben oui, en l'occurrence, c'était moi qui avais Ouais, ouais. raison. À chaque fois que j'ai repris Saylor, c'était bien lui qui se trompait. Voilà, donc non, depuis, j'ai pas d'attrait particulier à écouter ce qu'il dit, même s'il m'avait rendu hommage suite à quand il a découvert les Virunga, parce que le premier article dans la presse mainstream qui parlait de cette réussite, pour parler du Bitcoin, il citait aussi Saylor, donc Saylor avait vu l'article et m'avait envoyé un petit message sur Twitter pour me féliciter. Ouais, Mais, mais à part ça, non, moi, j'écoute pas je préfère, tu vois, déjà pour parler des Bitcoin Treasury Company, je préfère écouter Yves Chouefati, parce que déjà, il parle dans ma langue. Déjà, alors, pour moi, c'est compliqué, hein, tout cet écosystème financier. Donc, je comprends mieux quand c'est Yves qui en parle. Yves me dit que Saylor est un pur génie de la finance, qu'il a compris beaucoup de choses. Euh, je veux bien, mais moi, ça me le rend pas. Je suis resté sur cet a priori où il dit avec beaucoup d'assurance des choses qui sont totalement fausses. ouais, bah c'est ça, c'est intéressant de t'entendre là-dessus. Je pense que ça doit effectivement, des gens, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Effectivement, j'interviewais Pierre Noisa qui, comme Yves Chouefati, est assez admirateur et reconnaît quand même la grande intelligence du gars. Maintenant, il est possible qu'il se soit un petit peu enthousiasmé sur le mining et qu'il ait cru il a cru qu'il avait tout pigé alors qu'en fait non. Et bon, bref. Euh, Jusqu'au point où il avait publié un article, enfin pas un article, une vidéo YouTube où il expliquait que, parce que j'explique depuis des années, hein, que euh, l'électricité était souvent gaspillée et que le mineur pouvait apporter plus d'argent à la compagnie d'électricité. Sauf que dans ces chiffres, il se trompait carrément, quoi. Il disait un électricien qui vend son électricité 1 centime de dollar le oui, je me souviens. kilowattheure pourra le vendre 40 centimes aux mineurs. Je Qu'est-ce me qu'il souviens, raconte? c'était dans un épisode que j'avais traduit et lu où il parlait justement de Oui, ben, je l'opportunité t'avais que repris sur représente, Twitter. oui, que C'est grâce à représente le toi que j'avais minage découvert. Ouais. pour les utilities, donc tous ces opérateurs eau, énergie, qui sont un petit peu comment on appelle ça? C'est un peu des boîtes qui génèrent pas tellement de profit, qui sont plus du tout dans l'innovation. Et là, en fait, Bitcoin, effectivement, leur donne l'opportunité de devenir autre chose. Mais effectivement, le calcul économique était pas au rendez-vous. Ouais, mais comme tu vois, c'est une fois, 2 fois, 3 fois, Ouais, 4 fois, je note des erreurs avec pas des petites erreurs. Hein. Là, on est sur un facteur 20 d'erreurs quand il annonce 40 centimes. C'est plutôt 2 centimes le prix qu'on cherche, hein, pour du kilowattheure. Donc voilà, moi, du coup, il s'est décrédibilisé à mes yeux et depuis, j'écoute plus trop. Et puis surtout, je sens chez lui cette espèce de prédominance des États-Unis. Ils veulent que le Bitcoin soit américain. ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il est, à la différence de personnes comme Antonopoulos, qui mettait vraiment en avant justement le côté
inclusion financière universelle en fait de Oui, Bitcoin. Et qui présentait volontiers en fait tous les cas d'usage pour des pays où justement où les conditions sont absolument terribles pour les gens, les privations de liberté, pas d'accès au système financier, etc. Saylor, lui, il a plutôt un discours. Est-ce qu'il a un discours qui est ouvertement sur les US? Je pense que probablement récemment, dans cette, je dirais, offensive ou dans cette stratégie un petit peu cheval de Troie qu'il tente avec stratégie, il présente Bitcoin comme une chance finalement, un élément de puissance pour les États-Unis. Donc là, c'est effectivement assez clair. Il le présente comme un outil géopolitique, on pourrait dire. Et précédemment, c'est vrai que j'ai le souvenir dans des échanges qu'il avait eus avec d'autres Américains, John Wallis, Hodl Note, des gens comme ça, il s'était pas mal référé à la fondation des États-Unis. En fait, il essayait de rechercher ces fondamentaux de liberté, de conquête de nouveaux espaces qui sont un petit peu dans l'imaginaire américain, effectivement. Ouais. Après, est-ce que c'est... Bon, je comprends qu'on s'associe pas effectivement à cette énergie, à ce framing qui est patriote, quoi. Effectivement. oui. Alors nous aussi, on est patriotes, on aurait aimé que la France s'approprie plus une part du gâteau, hein, donc je comprends leur manière de faire. Mais vu la puissance des États-Unis, bon, C'est pas dans- pour moi, c'est plus une menace qu'une opportunité, hein. C'est ça, c'est pas dans l'intérêt de Bitcoin et des Bitcoiners d'avoir une concentration de Bitcoin aux États-Unis. D'ailleurs, à propos du travail que tu as fait en France et que Bastien et les autres de l'INBI poursuivent, il y a eu des évolutions, parce que je me souviens que toi, très tôt, finalement, tu avais échangé avec les officiels, des responsables, justement, en essayant de les convaincre du bien fondé de miner sur les extra-capacités, notamment nucléaires. Et là, tu vois, je crois que c'est pas plus tard qu'hier, il me semble, il y a une petite émission qui est sortie là, un truc sur TF1, où je crois que pour la première fois, ils disaient vraiment ils disaient la vérité, quoi. Ils disaient pas des conneries. Ils avaient un Et discours qui était factuel, qui était instructif, qui était assez riche sur la réalité de la problématique de ce courant intermittent qui trouve pas preneur, du fait qu'on fait tourner qu'on est obligé de moduler nos réacteurs et qu'il va falloir trouver des acteurs qui vont acheter tout ça. Tu veux nous parler un petit peu de cette annonce? T'as pas été surpris de voir ça bouge quand même pas mal là en France, non? ben non, je suis pas surpris parce que moi, je suis convaincu depuis toujours que la vérité va finir par sortir. Je sais depuis des années que les centrales nucléaires ne travaillent plus en base, qu'on s'en sert de modulation pour tout un tas de choses, mais notamment pour laisser passer les énergies intermittentes. Euh, et, et je sais que ça abîme les centrales depuis longtemps pour en parler avec des ingénieurs qui sont en charge de faire tourner ces centrales. Et donc l'ancienne direction d'EDF a toujours nié ça, hein. Il y a des rapports, l'ancien président d'EDF, il y a encore un an, 18 mois, disait que non, la modulation n'abîmait pas les centrales, que c'était conçu pour. C'est juste dingue. Donc nous, ayant conscience de ça, ça fait oui, 10 ans hein, qu'on essaye pas 10 ans, mais 8 ans qu'on essaye d'expliquer à EDF qu'il faut absolument faire quelque chose. Et puis, EDF s'est intéressé à la blockchain, a donc créé Exaion, donc j'ai participé au balbutiement. Et puis, les dirigeants d'Exaion, je ne sais pas si c'est à cause de la direction d'EDF ou si ce sont des initiatives privées, mais on fait le choix dans l'écosystème blockchain de bannir Bitcoin et de jamais faire de mining. Tout Ouais. ça pour 7 ans après vendre leur entreprise à des mineurs américains.
Et puis tout ça pour qu'aujourd'hui, en 2026, ça y est, EDF réalise, réalise, ils le savent depuis toujours, mais communique sur le fait on va aggraver la maintenance, qu'on dépense des fortunes en maintenance sur des centrales qui sont Ouais, abîmées par ça. le fait de travailler avec une modulation qui est devenue vraiment envahissante, qui prend beaucoup de temps aux équipes, énormément de temps aux équipes et les équipes voient leur matériel s'abîmer beaucoup plus vite. Donc, c'était une évidence. On aurait dû faire du mining beaucoup plus tôt. Donc, moi, même, ça me dégoûte même plus de voir ça. D'abord, je m'y attendais. Je savais que ça finirait par être. Je savais très bien que la France pouvait pas continuer à se priver de mining. Et, et donc, évidemment, ça va finir par démarrer. Ouais. On a déjà vu Le Cornu parler du mining à l'Assemblée nationale comme d'une ressource stratégique. C'est complètement inattendu, hein, si on se remet 3 4 ans en arrière. Donc voilà, maintenant c'est un sujet quasi mainstream. Tout le monde a compris qu'on avait trop de jus et qu'on savait pas le vendre parce qu'il n'est pas disponible tout le temps. Hein. Donc maintenant, ça y est, ça commence à apparaître. Alors, ça commence à apparaître, mais les gens continuent toujours à tout confondre. Là, je vois des annonces de data center et de Centria qui arrivent en France, à gros Ouais. bouillon, quoi. Des contrats qui sont pris chez Choose France, la grande braderie des ressources françaises aux boîtes étrangères. Braderie qui est fermée aux boîtes françaises, c'est quand même un truc assez dingue. Hein. C'est là que le patron de Marat peut tranquillement rencontrer Macron à 2 reprises et lui faire son déroulé. C'est dingue. Moi, en tant qu'entrepreneur français, je suis reçu par des officiels partout dans le monde, mais Ouais. évidemment, j'ai pas accès au président Macron. Bah lui, Thiel, il a accès au président Macron, c'est juste dingue. Bon, bref, j'entends chez Chose France 1 gigawatt pour, euh, pour une banque, là, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Donc, on annonce 1 gigawatt là, on annonce des centaines de mégawatts ailleurs, mais il n'y a pas la place. Pourquoi il n'y a pas la place? Parce que effectivement, on a des extra capacités, mais elles sont pas disponibles tout le temps. Euh, un, un, un- un gigawatt d'électricité, ça fait 9 TWh par an. Alors les mecs me disent, oui, c'est pas grave, on en a vendu 90 à l'étranger. Oui, mais pendant les périodes de pic, on n'a rien vendu du tout. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand Ouais, il y a une ça. période de pic, on a besoin de toute notre ressource électrique. Donc on va les trouver où, les gigawatts à donner au data center? Pas avec l'éolien et le solaire, hein, ça c'est certain. Donc uniquement sur le nucléaire. On vient de détruire 2 réacteurs nucléaires à Fessenheim. Et maintenant on dit, ouais, venez les data centers. On fait un petit peu tout à l'envers, quoi. Ces data centers, on aurait dû les faire venir il y a des années qu'il y a de la demande, simplement on vendait l'électricité trop chère, on comprenait pas qu'il valait mieux brader l'électricité que de laisser les centrales s'abîmer. Enfin, ça a été géré, cette boîte-là, économiquement, a été gérée vraiment très très mal, quoi. Euh, en dépit du bon sens et en dépit Donc des en intérêts de fait, la France. donc Pourquoi? Parce qu'on restait sur l'idéologie lancée par la revenante, la Nathalie Kosciusko-Morizet, la meilleure énergie est celle qu'on consomme pas. C'est un truc qui est complètement c'est horrible, quoi, cette mentalité, et que ça se soit imposé en France au plus haut sommet de l'État et jusqu'à la direction d'EDF, ce slogan, ça a été mortifère, quoi. Hein, ça a vraiment participé du décrochage français. C'est catastrophique. Et Macron, s'était approprié cette phrase, il l'a répété il y a encore 3 4 ans en meeting, la meilleure énergie est celle qu'on consomme pas. C'est catastrophique de penser comme ça, c'est anti-progrès, on est sûr de ralentir et on va vers la décroissance. Donc là, il y a un petit réveil, hein, il est temps. On veut plus détruire des centrales nucléaires, on veut en reconstruire. Voilà, donc je regarde ça amusé. En fait, tu sais, moi, je vis plus en France. Hein, je pense que la France a vraiment raté le coche. Et comme je l'avais déjà dit à l'époque, parce qu'en 2018, on avait fait un rapport à l'Assemblée nationale dans le cadre de comment on appelle ça, l'enquête parlementaire menée par Pierre Persson. Le président, ouais. c'était Éric Woerth, et Éric Woerth avait conclu en disant la France n'a pas besoin de mining, c'est une saloperie, tout ça. Et donc j'avais dit, moi je continuerai de faire mon mining à l'étranger, je resterai à la disposition de la France quand ils se réveilleront et qu'ils comprendront que c'est un outil de support du nucléaire qui est indispensable. J'écrivais ça en 2019, quoi. Hein. Donc tu vois, 7 ans après, ça y est, on vient de comprendre que peut-être le mining pourrait être une solution. On va Ouais. voir. Mais donc, voilà, moi, pour moi, ce pays a fait fausse route pendant 10 ans, hein, sur tout un tas de sujets, mais sur le sujet énergétique, vraiment, c'est un suicide, quoi. Hein. Et donc, toi, tu te retrouves finalement à spécialiser. Est-ce qu'on peut dire que ton entreprise se spécialise
finalement dans l'utilisation d'énergie dans des juridictions qui sont un petit peu risquées ou en tout cas qui présentent peut-être plus de risques, mais donc un rapport aussi, du moins des opportunités peut-être plus grandes, mais avec peut-être une plus grande plus grande part de risque sur des éléments logistiques, sécuritaires, Bien stabilité sûr. politique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce choix que tu as fait finalement qui est relativement, du moins, je pense qu'il est un peu unique, ou en tout cas c'est De, certainement un aspect de moins en moins. différenciant. Ah De bon? moins en Vas-y, moins, ouais. raconte-nous. Bah, par exemple, en Afrique, moi, j'ai fait des études de mining pour un tas de pays. Pendant longtemps, j'étais tout seul, hein. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de Chinois qui sont en Afrique, qui essayent de choper les mégawatts, mais beaucoup, beaucoup. Euh, J'annonce, là, je peux l'annoncer, hein, j'ai réussi à motiver le Gabon, il y a des années de ça, pour se lancer dans le mining. Ils ont de l'hydroélectricité, souvent sur des vieilles centrales dont des turbines sont en panne. Il y avait moyen que le mining apporte des moyens à l'opérateur national pour améliorer ses centrales. Bref, j'ai discuté de ça avec le ministre de l'énergie à l'époque, qui est devenu Premier ministre. Donc j'étais content, ça avançait vite, j'avais une bonne relation avec lui. Et puis coup d'État, ça change de gouvernement, ça change de président. Donc il a fallu repartir à zéro. Bref, ils viennent de passer un appel d'offres pour lancer leur mining national. Bon, Ah il y a oui. quoi, deux, trois mois là. Donc on est arrivé à les convaincre. Bon, on n'aura pas on n'a pas répondu à l'appel d'offres. Donc nous, on est juste consultants. Mais c'était que des Chinois en face, c'est ce que je veux dire. Alors nous, on n'a pas répondu à l'appel d'offres. En fait, si on a répondu à l'appel d'offres, mais on a envoyé notre dossier, évidemment, papier, au Gabon, par UPS qui nous garantissait 48 heures et ils ont mis 15 jours à nous envoyer le dossier là-bas. Putain. Donc, on est arrivé après l'ouverture des enveloppes. Voilà. Non, mais c'est ça, Merci. il y a malgré tout, ça c'est aussi le reflet de l'inertie administrative qu'on a aussi dans ces contextes. Alors on l'a en France, hein, de toute façon, on va pas faire. Oui, mais dans les pays francophones, tu sais, il y a une chose que la colonisation a faite, c'est de laisser derrière elle un administratif très lourd. Ouais. Très lourd. En Afrique, on a à peu près les mêmes délires administratifs qu'en France, quoi. Enfin, dans l'Afrique francophone que je connais. Ouais. C'est assez dingue, hein. Moi, je Euh, me souviens et- effectivement avoir, j'ai pas mal travaillé en Afrique anglophone et francophone, et je pouvais noter effectivement la différence, même si de toute façon, on a quand même des administrations qui sont quand même assez parasitaires dans ces pays, comme elles tendent à l'être un peu partout. Là où je suis maintenant en Suisse, par contre, c'est absolument génial, quoi. T'as la banane, quoi. En fait, t'es là-bas, t'es content, c'est miraculeux, quoi, ce qui se passe. Ça va très très vite, les gens sont contents, il n'y a pas de problème, c'est simple, ils sont là pour t'aider, etc. Mais effectivement, toi, tu donc, opères dans cet environnement où donc là, c'est pour répondre, tout l'appel d'offres est passé à la trappe, en fait, pour toi. ah oui, 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 c'est sûr. Ah, moi, tu sais, les pays africains, euh, on a l'embarras du choix pour miner, hein. Donc là, le Gabon, on y allait avec plaisir, mais on l'a pas, c'est pas grave. Ça reste Donc, toujours, comme tu le vous allez disais. intervenir en tant que consultant, quoi. Oui, on récupère quand même. Le- Enfin, on garde un peu la main pour observer que ce que proposent les Chinois, parce que les Chinois, eux, ils sont sur place, donc ils sont allés très, très vite pour répondre, beaucoup plus vite que nous, et ils étaient dans les temps. Donc il n'y a que des Chinois. Donc on se propose toujours de conseiller l'État, hein, et on fait ça évidemment de manière gracieuse. Je l'ai toujours fait. Pour moi, un mining réussi, c'est une bonne publicité pour Bitcoin. Un mining raté, bah, c'est une mauvaise publicité pour Bitcoin. Et souvent, c'est facile de rater le mining dans un pays. Tu vois, par exemple, l'Éthiopie, qui est le plus gros pays minier Ouais. d'Afrique, est en train de faire marche arrière. Ah bon? Bien sûr, parce qu'ils ont fait Le barrage de la Renaissance, ça continue pas? le barrage Chine, non, mais le mining. Si Oui, tu le veux, mining sur le. qu'est-ce qui s'est passé? Le mining n'existait pas en Éthiopie encore en 2022, quelque chose comme ça. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Nemo Servet, qui est un Américain, en fait un Éthiopien qui vivait aux États-Unis depuis toujours, et qui a décidé, Bitcoiner, qui a décidé de se lancer dans le mining dans son pays d'origine. Et donc, bah, il a très vite adhéré à l'association africaine des mineurs, Gamma.
dont je suis membre, évidemment, et donc on l'a un petit peu aidé à présenter son dossier. Il a fait des choses hyper carrées, dans le même esprit que ce qu'on fait nous. On démarre petit, on voit l'impact, et on grossit en fonction des besoins du pays. Même si il avait identifié comme nous qu'en Éthiopie, il y avait 400, 500 mégawatts d'extra capacité immédiatement disponibles. Il a commencé petit avec 8 mégas, en expliquant bien au patron de la compagnie d'électricité. Enfin, il a mis 2 ans à réussir à rendre ça légal. Et il démarre sa ferme. Et puis les gars voient que ça tourne. Et donc, ils oublient toute prudence. C'est-à-dire, toutes les notions de prudence que Nemo leur avait données, ils les ont oubliées. Et ils ont balancé 300 mégawatts à Bitmain et 300 mégawatts à Mara, je crois. Ouais. Ok. Ou à un autre mineur américain. Les chiffres sont peut-être pas bons, hein. Bitmain, c'est bien 300, mais l'américain, c'est peut-être un peu moins 200 ou quelque chose comme ça. Bref, ils en ont mis trop à des endroits où les réseaux pouvaient pas supporter Ah ouais, une telle d'accord. ponction. Et donc, il y a eu des blackouts. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des blackouts? Ben, les compagnies d'électricité augmentent les prix pour les mineurs. Donc là, on a reçu la nouvelle grille de prix il y a quelques mois, là, pendant que j'étais au Salvador. Tu sais, il y a eu un show Bitcoin organisé par le gouvernement au Salvador. J'étais speaker là-bas. Et la veille, je reçois un document de la Compagnie nationale d'électricité d'Éthiopie qui nous explique que le prix de notre électricité va passer de 2 centimes et demi ou un truc comme ça qu'on payait à 4 centimes et demi le trimestre d'après et encore à 8 centimes le trimestre d'après. Donc, ce qui Donc, fait que ça disqualifie, c'est si je fini, quoi. Il n'y a comprends plus de bien, mining. ton pote fait une proof of concept, petite échelle, qui est convaincant, suffisamment convaincant pour animer le responsable qui signe des gros contrats avec des gros opérateurs, mais les contrats sont pas ficelés, sont ficelés de telle sorte qu'en fait, ils n'arrivent pas à couper les opérateurs au moment où ils ont une demande importante, ce qui génère un blackout dont pâtit la population. Ça ne les a pas empêchés quand même d'avoir des revenus importants. Je pense qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est 80 millions de dollars. En tout cas, il me semble que la compagnie d'électricité éthiopienne a généré des recettes quand même Oui, oui, très tout à fait. importantes à partir de cela et qui lui a permis d'étendre toute l'infrastructure de distribution à partir du barrage. En tout cas, ça avance beaucoup plus vite que ça aurait été le cas sans. Mais ce que tu me dis, c'est que derrière, effectivement, il y a une correction des prix à la hausse qui va handicaper le minage. C'est-à-dire que Ah les ben gros se retirent ou 100%. quoi? Ils se retirent, les gros ou quoi? Alors, à moins que Bitmain ait réussi à conserver son prix, mais bon, la grille de prix, elle est arrivée à tous les mineurs, donc c'est catastrophique, si tu veux. Les gars vont être obligés de partir, bien sûr. Ouais, donc ça, finalement, c'est pas tant, c'est juste le reflet comment dit-on, un manque d'expertise et de sagesse de la part des autorités, quoi. En fait, bien souvent, malheureusement, dans ces compagnies Et des d'énergie, mineurs. Et des mineurs. Hein. Les ouais. mecs sont complètement irresponsables. Les gars de Bitmain qui ont été fous de 300 mégawatts là, ils n'ont pas fait leur étude comme il fallait. Ils sont irresponsables. Et c'est trop Ok. facile, évidemment, en Afrique, c'est aux mineurs d'apporter la compétence. Le ministre de l'électricité, il en a jamais entendu parler du truc, donc c'est très facile de le rouler dans la farine. Dans Ouais, c'est certains ça. pays, Ils sont assez orientés. les mineurs chinois arrivent avec des valises de liquide, ils donnent des millions direct. Donc après, tu te retrouves avec des blackouts. Qu'est-ce qu'elle pense la population, elle, qui aurait vachement besoin d'une monnaie alternative dans ces pays-là? Elle pense que Bitcoin c'est de la merde, ça lui a coupé de l'électricité, c'est tout. Donc un blackout créé par les mineurs, c'est catastrophique en termes réputationnels pour Bitcoin. Donc c'est pour ça que nous on travaille gracieusement pour les gouvernements pour leur éviter de faire ce genre de bêtises. Mais ils peuvent nous écouter et faire le contraire quand même, tu Non, vois. mais C'est c'est ce qui sûr que s'est c'est pas passé en évident parce Éthiopie. que peut-être qu'effectivement tu vas avoir accès je sais pas, à un des experts de la boîte qui lui est suffisamment technique, qui lui est là dans la boîte depuis 20 ans et il va faire toute sa carrière là-bas et il va t'écouter, il va comprendre, mais peut-être que son boss, il est en poste depuis 1 an et Oui. demi, qu'il a 1 an, même pas, il a peut-être juste 6 mois pour faire la différence parce qu'il va se faire éjecter et qu'il faut qu'il apporte du chiffre pour avoir une promotion parce que tout est très politique. Et lui, il est dans une optique business court terme, quoi. Et il va prendre en compte de manière très modérée. Bon, il va pas prendre en compte vraiment
les éléments techniques qu'il va recevoir, quoi. Et parle-nous un Mais, petit peu mais de ce que... c'est vraiment très important parce que c'est toujours comme ça, si tu veux. Quand le pays. Parce que moi, je suis très libéral et on me dit souvent, mais pourquoi tu veux que ce soit les États qui minent? Parce qu'en fait, ce sont les États qui détiennent les compagnies d'électricité en général, hein. Donc, si on n'organise pas tout en amont, avec une vue globale, ben, ça plante les réseaux et c'est systématique, tu vois. Ça s'est vu au Kosovo. Le Kosovo a interdit le mining. Ils ont eu raison, hein. Il n'y a pas un gramme d'électricité qui est produite dans le pays, donc c'est une électricité subventionnée, très bon marché. Ben, tu as vu des mineurs de la haute, hein. Les gens qui avaient des sous, ils ont tous monté leur petite ferme. Donc le président a interdit. En Géorgie, je suis allé les rencontrer en 2019 ou 2018. J'ai rencontré le ministre de l'énergie et de l'écologie. Et pareil, je lui ai dit, là, vous avez une électricité qui est bon marché, vous allez vous faire envahir par les mineurs. Alors, pas les mineurs professionnels comme nous, votre électricité est un peu trop chère pour nous, mais très attractive pour un mineur particulier qui va mettre 10 machines, 15 machines, et vous allez vous retrouver avec des blackouts. Le gars était ultra sympa, hein, il m'a dit, nous, on est un pays libéral, et on n'interviendra pas, c'est pas notre rôle, on laisse faire le marché. Et même pas un an après, on avait les premiers blackouts qui arrivaient en Géorgie, avec une réglementation qui a été très contraignante pour les mineurs. Donc voilà, moi, mon job aujourd'hui, c'est ça. Et donc, pour répondre à ta question, on ne fait pas le choix d'aller vers des pays dangereux, on fait le choix d'aller vers des pays où il y a des extra-capacités. Et évidemment, ça nous conduit dans des pays en développement, parce que c'est là que les réseaux sont les moins structurés, donc c'est là qu'ils construisent de nouvelles centrales, notamment en Afrique, hein. Tu as un développement de centrales hydroélectriques un peu partout où il y a de l'eau, des grosses centrales, tu le disais, en Éthiopie, il y a de très gros barrages, mais pas uniquement en Éthiopie, vraiment dans toute la région centre de l'Afrique. Et quand ces centrales sont créées, elles sont trop grosses. Systématiquement, il n'y a pas encore la demande, ou alors les réseaux ne sont pas finis de construire, mais c'est structurel. Tu as rarement une Ouais. centrale qui se met à tourner à sa vitesse de croisière avant une dizaine d'années en Afrique, Ouais, et puis elle est prévue pour... et pas qu'en Afrique. c'est ça, elle est prévue pour servir une population sur un horizon de 50 ans. Donc, de toute façon... Exactement. mais... Donc elle est trop grosse au départ, c'est structurel, c'est quasiment systématique. Alors, sur la nouvelle centrale au Cameroun, là, c'est pas le cas, par exemple. Ça a été super bien étudié. Là, c'est EDF qui est à la manœuvre. Et ils ont créé une centrale qui, tout de suite, a trouvé sa clientèle. Ils ont mis le jus sur le réseau et quasiment tout est vendu. Mais c'est exceptionnel, c'est rare, ça. Et le régulateur, est-ce que les régulateurs il y a un régulateur d'électricité avec lequel tu pourrais causer? Est-ce qu'ils vont s'emparer de ce sujet? Parce que finalement, ce blackout que tu viens d'évoquer, il est le reflet finalement d'une concurrence qu'il y a entre différents usages qu'on donne à l'électricité. Et c'est là où doit intervenir justement le régulateur, qui doit, à mon avis, manquer totalement d'éducation sur Bitcoin. Bah, toi, tu interviens, toi, t'es en lien direct avec l'acheteur, du moins avec l'opérateur. Mais idéalement, ça pourrait être pas mal de faire intervenir le régulateur dans ces conversations pour s'assurer justement qu'il ne fasse pas de conneries par la suite, quoi, tu vois. Alors, on essaie de réunir toutes les autorités qui gèrent l'électricité dans les pays, bien sûr. En général, on commence par la direction du barrage, la direction de la compagnie d'électricité, et puis le ministère de référence, avec le régulateur, le distributeur, parce que souvent on a séparé l'outil de production du réseau de distribution, hein, c'est des boîtes différentes. Ça, c'est la Banque mondiale qui fait ça partout en Afrique depuis des années, hein, parce que une société d'électricité qui gère tout devient très vite un énorme danger mafieux, en fait, Ah un oui. contre-pouvoir délirant, hein. Donc, la Banque mondiale demande aux pays d'Afrique de séparer, de faire différentes compagnies qui peuvent être une compagnie de facturation, une compagnie de distribution et une compagnie de production. C'est ce que la Banque mondiale a imposé au Congo-Brazza, par exemple. Et bah, ça se passe pas toujours facilement parce que les électriciens résistent, quoi. Donc, on se retrouve pas dans des pays dangereux par choix du danger. On se retrouve dans des pays dangereux parce que c'est des pays en développement souvent et donc il n'y a pas beaucoup de sécurité. C'est ça. Et puis, Même si pour moi, le pays le plus dangereux pour moi, c'est la France, ouais, ouais, on est bien d'accord qu'en à, fait, à titre personnel, bien sûr. l'analyse des risques a bien évolué depuis. Hum. Et là, tu parlais effectivement de ces infrastructures centralisées, en fait, les gros barrages, les gros systèmes, mais il y a aussi toute
toute cette distribution, cette dispersion de petites infrastructures, des petites turbines, qu'il y a en campagne, en fait, hein. Les zones rurales sont encore quand même pas mal peuplées en Afrique. Et il y a notamment Gridless qui est un petit peu, sont un peu vos homologues en Afrique de l'Est. Eux, ils bossent pas mal aussi, j'ai l'impression, sur des petites infrastructures qui sont certes sans doute, qui appartiennent sans doute à la puissance publique, mais que la puissance publique est en général pas en mesure du tout de soutenir financièrement, etc. Et donc, c'est un petit peu souvent, bah, justement, l'aide au développement, tout ça, qui va de temps en temps filer un petit peu de sous pour restaurer la turbine, etc. Mais avec les problèmes de rentabilité des opérateurs qui est le reflet finalement d'une demande qui reste encore assez faible. Donc, il y a eu des documentaires qui ont mis en avant bah, de belles réussites en la matière. Est-ce que tu confirmes que ça se produit aussi? Il me semble que Gloire avait des projets un petit peu du même acabit dans son pays, Gloire en RDC. Est-ce que tu vois de belles réussites de mining à petite échelle au niveau, je dirais, villageois, quoi? Bah, essentiellement dans le travail de Gridless, effectivement, hein, Eric Hersman et son associé, là, enfin ses associés, ils font un travail remarquable. C'est pas des mineurs qui cherchent la fortune, tu vois, à la différence des gros mineurs qui montent des énormes boîtes aux États-Unis. Euh, Eux, ils veulent faire avancer effectivement le pays. Ils ont commencé par le Kenya parce qu'ils sont kenyans, c'est des white Africans. Tu vois, quand on entend Bakayoko dire que les Blancs ne font que piller les ressources de l'Afrique, le travail d'Eric, lui et de ses associés, qu'ils soient blancs ou noirs, hein, parce que ils se regardent pas du tout avec ses yeux. Mais bien Hein, tu vois, sûr. c'est vraiment d'aider les populations pauvres, de pouvoir alors parfois d'amener carrément l'outil de production électrique et de le rentabiliser avec du petit mining. Donc c'est un travail d'orfèvre, hein, c'est un travail très précis qu'ils font. Donc c'est lui qui a créé l'association des mineurs africains à laquelle il m'a demandé de le rejoindre tout de suite parce Ouais, qu'on était les ouais, premiers en fait. Et c'est vraiment un ami. Moi, je suis très admiratif du travail qu'ils font. complètement, ouais. Hein. Moi, je pense que si j'avais, tu vois, 30 ans de moins, 20 ans de moins, et je devais reprendre un petit peu une carrière, eh ben, tout ce que j'ai, voilà, je serais parti. Si je veux faire du développement aujourd'hui, du vrai développement sur la question eau, énergie, je pars bosser avec Gridless. Attends, c'est tellement exceptionnel ce qu'ils font aussi. D'ailleurs, quand on écoute ce que tu fais, et puis récemment, il y a Thomas Charbonnel qui a été interviewé par Statch et qui s'est longuement exprimé, qui a décrit tout ce que vous faites ensemble au Virunga. Ah, tu te rends compte quand même du catalyseur de développement qu'est Bitcoin. Ça ne peut que nous remplir tous d'espoir c'est assez fantastique, quoi. Oui, Thomas a été très bon dans cette interview. Bon, lui, maintenant, il y passe beaucoup plus de temps que moi. Il connaît mieux le sujet du Virunga. Donc, c'est normal que ce soit lui qui s'exprime. Euh, mais systématiquement, alors nous, on fait des trucs un peu plus gros que Gridless, mais on a ouvert une ferme au Congo, l'autre Congo, Congo-Brazza. Immédiatement, quand tu arrives, tu crées de l'emploi. Déjà, la ferme, on l'a fait monter uniquement par des locaux. Donc, tu vois, nous, pendant un an de travaux ou 10 mois de travaux, on a eu 100 salariés sur le site, quoi. Hein. On a servi jusqu'à 100 repas le midi, tu vois. Donc, c'était qu'on avait Ah 100 ouais. personnes qui bossaient. On refait tout l'environnement, tu vois, sur les bâtiments de la centrale. On a refait les bâtiments, on a refait le restaurant, on a refait l'hôtel. Donc, on a créé de l'emploi pour deux chefs cuisiniers, les filles de cuisine, du personnel qui entretient le site maintenant. Euh, Avec la chaleur, comme l'expliquait Thomas, on peut faire plein de trucs. Donc, nous, on est en Ouais. train de mettre en place un séchage des fruits. Il y a trop de fruits qui sont perdus en Afrique, surtout dans ce coin-là. Énormément de fruits. Tu les sèches, la matière est plus perdue. Et la chaleur, elle est gratuite parce qu'elle vient du mining. Donc là, tu peux créer beaucoup plus d'emplois qu'avec du mining brut. Et donc, ça apporte immédiatement un confort dans la région où on s'implante. Tu vois, nous, on a refait les deux écoles de la région. Je m'y suis engagé personnellement avec mon fils. On a suivi les travaux et tout ça. On a créé le transport scolaire parce que nous, on a un bus qui amène nos gars de la zone de vie à la zone d'exploitation. Ce bus-là, il sert une fois le matin, une fois le soir.
On a collé les horaires pour pouvoir organiser le ramassage scolaire en même temps et que les enfants fassent plus 8 kilomètres à pied par jour pour aller à l'école, tu vois. Les Mais tu enfants vois, et les profs. ça, ce que tu me dis, je trouve ça admirable et c'est tout à ton honneur. Et de toute façon, c'est des choses qui sortent du cœur. Donc, tu le fais parce que tu sens qu'il faut le faire. Mais quelque part, moi, c'est pas ce qui me touche le plus parce que quand j'ai évalué tous ces projets de développement et tout, des belles choses comme ça, il y en a plein. Mais on sait bien que c'est pas ça qui change le pays. Ce qui change le Non, pays, c'est de mettre en place de nouvelles incitations, de nouvelles technologies ou de nouvelles pratiques qui créent de nouvelles incitations et qui mettent en place un cercle vertueux, quoi. Et c'est ça bien tout sûr, bien sûr. l'amorçage qui est le C'est Bitcoin. exactement, Et est-ce que c'est toi, exactement dans... c'est exactement ce que fait Emmanuel de Merode au Virunga. Il a compris que à votre bon cœur, monsieur, et donner de l'argent, ça sert à rien. Il faut Ouais. créer des structures pérennes qui créent de l'emploi, qui créent de la Et richesse par les populations locales et Et à pour ce elles. propos, est-ce que tu vois déjà les effets attendus du minage sur Hydro en termes d'investissement de la part de l'opérateur sur la distribution qui va permettre de créer une nouvelle demande? Est-ce que c'est déjà des choses que tu vois, toi? Ah, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que depuis qu'on s'est installé dans le parc des Virunga, donc en 2020, Électricité, Virunga Énergie a créé une quatrième centrale. Ok. Voilà. Et ils l'ont créé avec beaucoup plus de confiance que d'habitude, parce que là, ils savaient que dans tous les cas, il y avait un acheteur Il y de a un dernier acheteur, ouais, recours. c'est ça. Ok. Voilà. Et donc, on espérait ne pas avoir besoin de cet acheteur de dernier recours. Or, ils en ont besoin. Pourquoi? Parce que cette quatrième centrale, elle a été créée tout près de Goma, là où il y avait, donc là où habite Gloire, hein, là où d'où est originaire Gloire, tout près de Goma, qui est la deuxième ville du pays, donc il y avait une demande en électricité qui n'arrêtait pas de grimper. Et donc là, Virunga Energy avait déjà une centrale hydroélectrique qui alimentait Goma et qui avait été en extra capacité au début, puis qui là maintenant n'arrivait plus à fournir. Il y avait une augmentation de la demande de, je voudrais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'était 20% par an d'augmentation de la demande électrique parce que Emmanuel de Mérode a eu une idée fabuleuse. Euh, il a inventé un microcrédit par l'électricité. Je te développe après. Mais en tout cas, plus de demandes. Donc leur centrale était plus assez grosse. Donc ils ont construit une quatrième, une grosse là, qui fait 30 mégawatts. Au moment où ils commencent les travaux, enfin un an après avoir commencé les travaux, le M23 bombarde Goma, envahit Goma et la population s'en va. La demande d'électricité chute, mais drastiquement. Donc la quatrième centrale toute neuve ne sert plus à rien. Ouais. Donc du mining. Oh, ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et le Et donc, microcrédit, et le microcrédit électrique, c'est quoi? alors c'est assez simple. Tous les gens entrepreneurs potentiels dans cette région-là, dans le Nord Kivu, ils trouvent aucun financement. C'est une région de guerre. Souvent, Ouais, ouais, c'est ça. ils ont un état civil qui est assez peu développé, ou ils ont Non, mais il n'y vraiment a aucune aucune ressource de banque, en fait. garantie. Ouais, ouais. Donc les banques ne vont jamais prêter même 1000 balles. Et des fois, leur Ouais. demande, c'est 2000 euros, 4000 euros pour créer leur entreprise, un Mm, petit mm. outil pour créer un garage et tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel? Il a intégré le remboursement du crédit qu'il va donner à ces petites structures dans le remboursement de l'électricité. Ok. Donc, s'il y a un remboursement de, je dis n'importe quoi, 80 euros par mois de son crédit, ça va se rajouter sur la note, la facture électrique. Ils savent que Et les là, gens vont de toute façon payer leurs factures parce qu'ils ont besoin de exactement, l'électricité. Et exactement. donc, ils vont nécessairement rajouter les 20% en plus sur la facture pour rembourser. Effectivement, c'est très intelligent. Ouais. D'autant plus que la facture au départ est calculée assez basse. Mhm. L'électricité qu'apporte Virunga Électricité, elle est quand même assez bon marché par rapport à leur coût de revient. Ils essayent de proposer une électricité abordable pour l'Afrique, hein, parce qu'il y a plein de coins d'Afrique où l'électricité est très chère. Hein. Ouais. Et le prêt est Donc, accordé par la boîte d'électricité ou il est accordé oui, par oui, qui? Ouais, c'est ça. Par Virunga Énergie. Hein. Ok, ouais, c'est ça. Et donc, ils ont un taux de remboursement qui est Top. très près de 100%. Quand les microcrédits, l'idée du microcrédit, ça existe en Afrique depuis longtemps, les taux de remboursement sont même pas à 50%. Non, mais ça, Enfin, c'est top. ouais. Ça veut Donc dire quand son même que idée est pour... fabuleuse. Ouais, il a créé énormément de ressources Et ça, t'en as dans le... parlé à Gamma, là? T'en as parlé à Gridless de ce truc-là ou quoi? Oh, j'en ai parlé dans des shows Bitcoin où ils étaient présents. Donc oui, je pense que ils savent Parce que ça. ça fait de l'opérateur d'énergie finalement un acteur financier
de grands secours dans ces zones où les gens, de toute façon, n'auront jamais de prêt bancaire. Bien sûr, l'idée est géniale. L'idée est géniale. Il faut quelqu'un avec le cœur et le cerveau d'Emmanuel de Mérode pour penser à ça. Parce que le gars, non seulement c'est un héros, mais en plus, il est hyper intelligent. Quand t'imagines, dans sa jungle, en 2019, il a vu cette centrale qui était en train d'être finie, la centrale de Louvieros, sur la rivière Louvieros, et il se dit, merde, j'ai pas de clients, j'aurai jamais de clients, je peux pas tirer mes câbles, il y a la guerre. Les électriciens, ils partaient dans la forêt, je l'ai vu, hein, essayer de planter des poteaux. Ils revenaient 2 jours après en s'étant fait tirer dessus, en s'étant Ouais. battu avec les maïmaï et en réussissant à revenir vivant avec la bagnole. Déjà, ils étaient contents, quoi. Donc, ce gars-là a pensé au mining. Hein. Il avait quand même d'autres préoccupations. Lui, son rôle premier, c'est la défense de la faune, donc des gorilles de montagne, surtout des éléphants, des hippopotames, de toute cette faune Ça, incroyable qui est dans cette c'est région. ça qui l'anime, c'est ça son driver, lui. Ben, C'est c'est son... pour ça qu'il Ouais, est. Et lui, il est ouais, ouais. anthropologue, si tu veux, hein, Ah, c'est ça, ouais. Ah, en ouais. tant que directeur du parc, il est là pour défendre cet écosystème qui est, qui est protégé par l'UNESCO, qui est reconnu par l'UNESCO comme une des richesses mondiales. C'est dans le dernier poumon de la planète aujourd'hui, parce que on considère même que l'Amazonie n'est plus un poumon de la planète. Donc, son rôle est essentiel pour la défense de la faune et de la flore. Dans le cadre de cette défense de la nature, sa première idée, ça a été de freiner la déforestation parce que toute l'énergie là-bas qui est utilisée pour la cuisine, Ça part en c'est du charbon de charbon de bois, ouais. bois. Ah, donc les gars et les femmes vont dans la forêt pour couper du bois, font le charbon directement dans la forêt. Donc tu vois des feux quand tu survoles avec les ULM ou les avions du parc, tu Ouais. vois la densité du braconnage, c'est assez dingue. Et donc lui, sa première idée, ça a été de proposer une énergie alternative et donc de créer des centrales hydroélectriques vu la ressource fluviale qu'il y a dans ce coin-là, quoi. Ouais, ouais. Et donc l'idée, enfin tout l'enchaînement d'idées est très très bon, quoi. Non, Hein. mais c'est des vies d'aventuriers. C'est des vies, effectivement, où il y a une prise de risque assez importante. Et ça m'amène à la deuxième Pour question eux, pour toi. Non, mais pour pour eux toi beaucoup aussi, je veux plus que dire. pour nous. Hein. Ouais, non, mais pour Emmanuel, toi, c'est pareil. C'est Emmanuel, il s'est pareil. pris 2 balles de Kalachnikov. C'est une autre vie. Hein. Voilà. Et dis-moi, toi, quels sont véritablement, au fond de toi, je sais pas quel âge tu as, mais t'es un gars mûr, tu as une famille. Bon. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'apporte cette énergie dont tu as besoin? Parce que tu es quand même dans un environnement, on a parlé des frictions administratives, mais il y a les frictions logistiques, il y a la chaleur, Énorme, il y a énorme, bien sûr. l'humidité, il y a le politique, il faut quand même pouvoir gérer, hein, ça, c'est quand même Hein. compliqué. Tu es sur un Oui. marché qui est totalement concurrentiel, donc il faut rester quand même vigilant sur les évolutions du marché. Il y a une cyclicité du marché, là, les cycles, on dit qu'ils n'existent plus, mais bon, jusqu'à aujourd'hui même, on les vit encore. C'est quand même un boulot qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie et du nerf. Où est-ce que tu trouves tout ça, toi? Qu'est-ce qui t'anime vraiment au plus profond de toi-même? Et est-ce que c'est un truc que tu sentais déjà en toi quand tu étais jeune adulte, adolescent euh, Non, du tout. Hein. Moi, j'étais insignifiant quand j'étais jeune adulte. Je l'ai déjà expliqué. Euh, c'est les circonstances. Hein. Moi, vraiment, je suis pas allé chercher le risque. Ce qui nous a amené en Afrique, c'est Emmanuel de Mérode. C'est lui qui est venu me voir en France pour m'expliquer sa situation et on a eu envie de l'aider. Je l'ai rencontré avec Adrien Gombert, qui est mon associé. Euh, le gars, il nous a embarqué avec lui. On n'avait qu'une envie, c'était d'y aller, de participer à son projet, qui est un projet euh, vraiment qui est très au-dessus de nous, si tu veux, très au-dessus de notre petite ambition de faire du mining, de faire du fric, de défendre l'intérêt du Bitcoin aussi. Là, vraiment, on s'est senti extrêmement utile tout de suite. Hein. Et donc, bah, l'énergie, on l'avait en nous. J'en ai moins là, hein, j'ai 56 ans pour te répondre. Et je suis épuisé de ce travail. Hein. C'est vraiment ouais, très c'est très fatigant, dur. Ouais, très ouais, ouais. fatigant. Hmm. Ok. Donc, je vais lever certains de mes associés sont plus jeunes, donc il est prévu qu'on lève un peu le pied, nous les vieux. Bah, c'est Mais ça, hein. C'est des parce- magnifiques aventures de terrain, de folie, mais c'est fatigant, hein. Tu laisses de l'énergie de extrêmement côté. fatigant. Ouais. Psychologiquement, c'est fatigant. Hmm. On a des oppositions, on parle de problèmes administratifs, mais on a des oppositions politiques avec un pouvoir dans les pays d'Afrique qu'on n'imagine pas, qui est délocalisé. Enfin, si tu penses que tu as l'accord du président et Oui, du oui. ministre de l'énergie, que tu vas pouvoir y aller, ben non, hein, tu as des chefs de village, tu as des chefs de clan, tu as des chefs d'ethnie, tu as un député régional qui comprend pas que tu Mais fais c'est l'école ça.
là, mais que tu viennes pas faire son école à lui. Enfin, c'est épuisant, hein. C'est épuisant. C'est un Ouais, c'est travail qui est ça, compliqué. effectivement. Ouais. Le mining, c'est compliqué. Le Bitcoin, c'est compliqué parce que c'est volatile. Le mining du fait est compliqué. Techniquement, c'est pas simple. Et politiquement, c'est vraiment très fatigant, hein. Ouais. En tout cas, bravo à toi, bravo à tous ceux qui t'accompagnent et bravo à votre secteur, en fait, les gridless, les gamma, etc. Je suis totalement admiratif de votre boulot. Et c'est effectivement la meilleure pub qu'on peut faire pour Bitcoin en termes de la promesse d'inclusion financière, de développement durable. Bah, tous les FUD, tu les détruis avec le boulot que vous faites. Est-ce que tu peux nous tenir un petit peu à jour des actualités importantes du minage, notamment peut-être sur les aspects technologiques d'abord? J'ai entendu parler, là, je lis ça et là, des petites publications, des trucs sur les produits. Alors, est-ce que c'est bloc, là, c'est le truc de Jack Dorsey, le truc un peu modulaire? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les évolutions techno en minage? Ah ben moi, j'attends de tester les machines de Jack. Il le sait, hein, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je lui ai dit, nous, dès que tu veux, on te fait une vitrine, on met 500 kilowatts de tes machines au Virunga. Bon, Tu peux j'ai jamais décrire eu pour ceux qui connaîtraient pas le, le, euh, le, le, le ouais, matos. ouais, c'est ça, ouais. Absolument pas. J'en ai aucune idée, hein. Mais Je sais pas du l'idée, c'est tout. d'avoir un truc qui est modulaire, donc dont tu peux remplacer des éléments sans avoir à tout balancer à la décharge, quoi. C'est ça? Il veut faire mieux que ce que propose Bitmain. Ça, moi, il me l'avait expliqué, hein, mais Bitmain ou MicroBT, mais pour l'instant, pour moi, c'est pas abouti. J'ai pas pu le Ok, tester, donc ok, ok. je sais pas. Je sais pas. Pour moi, si tu veux, il y a un seul truc à améliorer dans le design. En gros, les machines de mining, elles ont été conçues pour travailler chez soi au début, hein. Les premiers S3, tout ça, tu le mettais dans ton salon, ça faisait du bruit, mais c'était l'idée. Et donc, on a continué à faire des machines individuelles qu'on réunit et on en met des Ah, c'est ça, milliers. ouais. Ça n'a pas Ouais, beaucoup de sens, si tu veux. ouais, ouais, T'aurais ouais. mieux fait, t'aurais plus vite fait de faire, de mettre des puces dans une boîte beaucoup plus grosse, vu la taille des Ouais, fermes. Voilà, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Maintenant, ce qu'on trouve en Chine est ultra performant, quoi, tu vois. Donc ouais. c'est une mission qui s'est donnée, Jack, qui est hyper importante parce que je l'explique depuis des années, hein, la plus grosse menace sur Bitcoin que les gens ne voient pas, l'éléphant dans la pièce, c'est que tous les fabricants sont en Chine. Voilà. Et que la Chine a quand même une attitude très bizarre vis-à-vis du Bitcoin et du mining, hein, le nombre d'interdictions, de bans, de machins qu'il y a pu y avoir. Et les seules usines qui fabriquent des ASIC, c'est en Chine. Donc, c'est un problème qu'il y ait des boîtes occidentales, américaines qui s'emparent du projet, comme l'avait fait Intel, c'était intéressant, hein. Ouais. Mais moi, j'ai encore rien vu qui aboutissait et qui était sur le marché, si tu veux. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis l'heure, de toute façon, est pas du tout à ça. Là, la hype, c'est sur l'IA. L'IA, Et oui. il y a un switch apparemment Non, assez majeur de la part de tes confrères qui mettent leur contrat d'énergie à disposition de l'IA. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qui se passe en ce ben, moment. c'est normal que tu n'aies pas bien compris parce que c'est un enfumage dans la plupart des cas, hein. Tu vois, comme Mara dit qu'il s'y connaît en cloud et en IA, et qu'ils arrivent en France en vendant leur projet de mining en disant que non, ils viennent faire de l'IA. Tu vois, c'est juste de l'énorme blague, ils y connaissent rien du tout. Euh, Il y a une partie du mining américain, notamment, qui peut se permettre de se transformer en IA parce qu'ils ont une électricité qui est disponible 100% du temps. Donc, en gros, ils n'ont absolument pas besoin de faire du mining. Le mining ne peut être intéressant que si tu as de l'électricité, pas 100% du temps. Si tu as de l'électricité 100% du temps, tu peux faire n'importe quoi d'autre. Et Mais alors, notamment un data center traditionnel. ouais, c'est ça. Mais alors, ces gars-là, ils immobilisent tout le capital qu'ils ont investi dans les mineurs ou ils ont déjà revendu tous leurs mineurs et ils sont équipés en- Non, mais entre les, je te dis, c'est de l'enfumage. Montre-moi une ferme de mining qui est devenue un data center IA. Ah, ça n'existe pas. Ouais. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je te dis qu'ils parlent tous de migration sur l'IA, je n'ai pas vu le résultat concret de nulle part. Ouais. Moi, je suis peut-être pas assez bien renseigné, hein, parce que, Tu parles un peu comme je te avec dis, je Pierre lève un peu le Brochard et pied. tout, ces gens-là, ou quoi? Oui, ah bah oui. Parce que lui, il doit savoir. Il est quand même au cœur du réacteur là-bas, non? Bah plus trop, je crois qu'il a quitté Riot Mining, hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ok.
Pierre, donc non, non, je sais pas trop ce qu'il faut. En tout cas, je sais que quand Mara dit qu'ils sont spécialistes en IA, j'ai jamais vu une ferme d'IA gérée par Mara. Est-ce que tu veux nous dire deux mots sur BIP 110, sur l'histoire, la guerre entre Notes et Core, que j'ai suivi un petit peu à distance, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai sujet. D'autres me disent que non, finalement, c'est pas si important que ça. Est-ce que tu peux me... Donc, il s'agit finalement... parle-nous un petit peu de ce Bitcoin Improvement Proposal 110. C'est une histoire de fil. Bon, sans aller dans le détail, qu'est-ce qu'il faut retenir de ton point de vue de ce conflit qui divise quand même la communauté là? Mais comme tu l'as dit, hein, c'était pas très important. Non, moi, comme d'habitude, tu sais, tu peux t'impliquer, t'inquiéter de tout dans Bitcoin. Il y a vraiment, et c'est quelque chose qui est propre à notre écosystème. Les gars, ils s'inquiètent de tout le temps de tout. Moi, je sais que l'intelligence gagne toujours dans cet écosystème. Je m'inquiète plus, si tu veux. J'étais inquiet quand j'ai vu la guerre des gros blocs. Ouais, alors que c'était une réflexion qui était hyper intéressante au début. Donc, moi, comme je démarrais dans l'écosystème, je m'intéressais à tous ces trucs-là. J'en ai même appelé le groupe BitBlock Data Center, parce Ouais, qu'avant la guerre des blocs, la réflexion intellectuelle sur la taille des blocs était quelque chose de très intéressant. Et ouais, puis, dès que ça a été pris par le mauvais par le mauvais bout de la lorgnette par une bande de voyous là qui ont voulu s'approprier Bitcoin, ça a perdu de son intérêt. Mais finalement, ils sont allés au bout de leur connerie, ils ont fait leur fork et ça n'a rien fait à Bitcoin au bout du bout. Donc, donc pour toi, il n'y a pas un c'est sujet, il y a pas un sujet majeur à ce niveau-là. En tout non, cas, tu n'en vois pas, toi. Est-ce que non. tu vois un sujet, justement, si on revient à Saylor Strategy, est-ce qu'il y a un sujet autour de la concentration de Bitcoin dans ces boîtes-là? Alors, tu as dit oui Oui, parce que c'est les États-Unis. Est-ce que tu dirais oui aussi parce que finalement, on vend une exposition au Bitcoin, mais c'est une exposition fiat et donc finalement, on éloigne les gens de la self-custody. Ou plutôt, vas-y, décris-moi un petit peu le risque que tu vois dans cette centralisation des bitcoins. non, j'y vois pas vraiment un risque. Je vois un risque en rien, moi. Tu sais, moi, je sais que Bitcoin est indestructible. Il y a belle lurette que j'ai arrêté de me prendre la tête avec les guerres de chapelle, les trucs et les machins. Moi, je suis concentré sur l'énergie, sur comment Bitcoin peut transformer une énergie perdue en monnaie sonnante et trébuchante pour des pays qui en ont besoin, pour des compagnies d'électricité qui sont pour la plupart dans le rouge. Et, euh, et on finance tout ça, si tu veux. L'Union européenne finance l'électricité en Afrique à gros bouillon, hein. Et c'est pas rentable. Donc, le mining permet d'apporter la rentabilité à ces boîtes et peut-être qu'elles soient un peu moins supportées euh, par l'Europe, ouais. Donc toi, Entre autres. t'es assez confiant que la promesse que Bitcoin fait, ou du moins les promesses qu'on voit dans Bitcoin en termes d'apport d'une monnaie dure qui va révolutionner ou restaurer un petit peu de bon sens dans l'économie, dans les systèmes financiers, toi, tu penses que ça va s'exprimer? Tu te fais pas Et, et trop de dans les, soucis? et dans les systèmes monétaires, oui, je suis convaincu que ça va s'exprimer de plus en plus. Je l'ai toujours dit, hein, il n'y a pas besoin de plan B si le plan A est bon. Et le plan A, il s'écroule sous nos yeux, partout, hein. Le système monétaire fiat, il est en train de montrer ses limites. On a un endettement complètement délirant, les États-Unis aussi. On va dans un mur, hein. Personne ne sait comment on va le passer, hein. Donc, Et donc toi, tu ne crains pas que le Bitcoin centralisé dans des organisations finalement qui sont ça le soit fiat. centralise pas, hein. Ça le centralise pas. Il peut bien avoir 2 millions de bitcoins sur les 21 millions. Ça centralise pas pour autant le bitcoin. Et puis, encore une fois, hein, il fait ce qu'il veut. Michael Saylor, personne n'est interdit de faire pareil. Et plus il y aura de boîtes de conservation de bitcoin comme la sienne, comme les boîtes françaises, là, la boîte Ouais. de mon ami Yves, notamment, Choué Fati, dont je parlais tout à l'heure, plus ça fait monter le cours du bitcoin. Donc, moi, je suis plutôt intéressé dans ce sens-là, ouais. Parce que Ok. nous, on a besoin que le cours du Bitcoin monte, parce que le hash rate, lui, c'est-à-dire la concurrence mondiale, elle ne cesse de grimper. C'est quelque chose d'assez linéaire, quoi. Ouais. Donc la confiance des investisseurs, elle est quand même là, elle est très forte. Et pas n'importe quel investisseur, hein, je le répète. Alors ça fait bien un an que j'ai pas vérifié mes chiffres, mais l'année dernière, il y a 12 mois,
BlackRock détenait 5% du mining mondial, quoi. C'est assez dingue, hein. C'est pas le Et plus d'ailleurs, à ce petit, tu propos, vois. c'était Richard Détente qui évoquait souvent quand même le scénario du nation state mining, le fait que les États-nations, bah, comme la France ou d'autres, ou l'Iran, on apprend sans doute que l'Iran est un gros mineur de Bitcoin. Bah, tout ça, c'est quand même pas évident pour vous en termes de concurrence, parce que ces gens-là, ils peuvent miner à perte, quoi. Ils De toute peuvent faire façon, baisser. moi, je suis convaincu, là aussi, depuis des années, je dis ça, que tous les électriciens seront mineurs, hein. Donc, Ouais, leur jus, surtout quand c'est de l'hydroélectricité, il est gratuit, hein. ouais, ouais, Mm. Hors amortissement de l'outil, mais si tu veux, si ce jus-là, il sort pas, il participe pas non plus à l'amortissement de l'outil. Donc, tout ce que tu arrives à vendre, à brader aux mineurs, c'est bon à prendre pour un électricien. Donc, ok. le scénario de Richard, j'avais bien travaillé dessus avec lui d'ailleurs à l'époque. On avait bien regardé avec Michel Kazaka et tout. Moi là non plus, il n'y a rien qui m'inquiète. Pas du tout. Super. Pas du tout. Le Dis-moi, Bitcoin est beaucoup plus fort que ça, hein, et surtout la proposition monétaire, pour moi, est absolument imparable. Ça mettra le temps que ça mettra. Je l'ai dit, ça peut prendre. Je le verrai certainement pas. Ça peut ouais, prendre un siècle. Mais le Bitcoin s'imposera comme monnaie mondiale, comme monnaie de référence, évidemment. Enfin, pour moi, c'est une évidence. ouais. Dis-moi, peut-être pour clore cet échange, est-ce que tu aurais tout de même quelques qualités à mettre en avant de Michael Saylor ou est-ce que tu lui trouves quand même de belles qualités ou une Oui, qualité, alors sa pédagogie, t'en es pas convaincu du tout parce que ce que tu en as entendu sur la partie que tu connais, c'était pas ça. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses que tu veux mettre en avant à bien propos de sûr, lui? parce qu'il a un discours brillant. Quand il est interviewé sur les télés américaines, il retourne tout le monde, hein. Il a quand même un discours extrêmement fluide. On voit qu'il a un cerveau qui est très bien dimensionné. Et puis, il a des formules à l'emporte-pièce qui restent, qui marquent. C'était quoi qu'il disait, vers nos second best, ou quelque chose comme Ouais, ça. ouais, Euh, Ça, c'est assez génial, et ouais, c'est ouais. resté. Non, c'est certainement pas le premier à l'avoir dit, mais en tout cas, quand c'est lui qui le dit, ça reste. Donc oui, dans certains arguments, il est ultra percutant, il est utile à l'écosystème. Ouais. Ouais, donc pour toi, c'est un apport net positif à l'écosystème? Oui, même s'il Ouais, a dit des bêtises sur l'énergie et sur le mining au début, c'était pas de la mauvaise volonté de sa part. Euh, Même si je pense quand même ils ont cette casquette américaine qui fait que pour eux, tout doit se faire aux États-Unis, quoi. mhm, mhm. Ouais, ouais, il y a ce patriotisme, ouais. Qu'on peut pas Et leur puis, reprocher, hein. peut-être, je sais pas dans quelle mesure, si tu veux, je pense qu'il adapte probablement aussi son discours au contexte qui évolue. Là, il s'exprime dans le contexte d'une administration qui a promis Make America Great Again. Donc, en fait, faut s'inscrire un petit peu, je pense, dans ce discours. Après, je pense qu'il aime son pays, hein. Dis-moi, pour terminer, ce livre de Daniel Patel dont tu as parcouru le premier chapitre et peut-être un peu plus, est-ce que tu le recommandes et pour quelle raison? Ou pas, d'ailleurs. Oh, moi aussi, j'aurais tendance à le recommander parce que c'est, comme tu l'as dit, il est fluide, hein, et il est fluide et très facile à lire. Donc, ça fait de la culture générale supplémentaire sur notre écosystème, sur le Bitcoin. Donc, non, c'est pas du tout une lecture à éviter, au contraire. Bon, j'en ai beaucoup, moi, donc je l'ai pas lu Ouais, 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 précisément. ouais, J'ai, ouais, ouais. j'ai lu très précisément le chapitre sur l'énergie. Le reste, je l'ai survolé parce que des bouquins sur le Bitcoin, j'en ai une pile que j'ai pas encore lu et qui me sont envoyés. J'ai pas le temps de tout lire. Mais non, celui-là est vraiment, c'est un bon outil vulgarisateur pour comprendre comment l'énergie, notamment, tu sais, on entend souvent les économistes dire, enfin les économistes un peu pointus dire, l'économie c'est de l'énergie transformée. Et donc ça explique très bien ça en fait. Et Ouais, ouais. comment les civilisations, les pays qu'on dominé sont ceux qu'on dominé, enfin qu'on domestiqué l'énergie. Ah, mais c'est ça, on sent bien qu'on est à la faveur là, de cette crise monétaire. Et puis surtout, nous, on est aux premières loges en tant que bitcoiner, on s'intéresse à ces questions. On est en train de combler toute cette lacune, toute cette ignorance qu'on a en matière d'éducation monétaire.
Et en ce faisant, on réalise à travers le minage qu'on capte que dalle à l'énergie et qu'en fait, tout un autre secteur de notre éducation qu'on doit faire parce que c'est l'énergie qui guide le développement, quoi. Et donc, c'est vrai que Oui, dans le bouquin, le premier chapitre, il est génial parce qu'il permet à tout le monde, hein, c'est un livre que tu peux mettre dans les mains de tes gamins, quoi. Je veux dire, ils vont piger le truc, quoi, hein. Il n'est pas tellement question de Bitcoin, d'ailleurs, hein, sur cette première partie. non, 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 tout à fait. On le lit avec un œil de Bitcoiner, donc on voit où il veut en venir, mais il n'est pas du tout question de Bitcoin. C'est très, très intéressant. Bon, en tout cas, j'étais ravi de partager avec toi. Je crois qu'on est au bout. Voilà, c'était Ouais. super de te recevoir. Courage à toi là pour les semaines, les mois à venir dans tes différentes aventures. Et puis ce sera un plaisir de te retrouver en vrai, quoi. À bientôt, Sébastien. À très vite, Jacques. Merci Ciao. beaucoup.